Bonjour à tous, eh bien on se retrouve ici dans le quartier de Taganskaya. Alors on ne peut pas dire que dans ce quartier il y a quelque chose de particulier au niveau de l'architecture ou de l'histoire. C'est un quartier qui se situe à l'est de Moscou. Et si on commence ici notre vidéo, c'est parce que se trouve un des principaux gratte-ciel de Staline. Alors vous en avez sans doute entendu parler ou sans doute vu quelques photos si vous vous intéressez à Moscou. Alors on entend très souvent parler du terme de 7 sœurs de Moscou. Alors c'est un terme qui est très utilisé dans les pays européens et américains, mais que l'on n'utilise pas trop ici en Russie, puisqu'on utilise surtout le terme de 7 immeubles de Staline, 7 gratte-ciel de Staline. Alors sur le projet à la base, il devait y en avoir au total 8, mais au final c'est seulement 7 qui ont été réalisés, car en fait l'édifice principal qui devait se situer en plein centre de Moscou, où est aujourd'hui le parc Zaryadye, n'a jamais été réalisé à cause justement de la guerre qu'il y a eu, la Seconde Guerre mondiale, et des problèmes économiques qui en ont découlé. Mais en attendant, nous on va découvrir les 7 qui ont été réalisés, et là j'en ai juste une devant mes yeux. Alors les 7 monuments de Staline, les 7 gratte-ciel de Staline, sont vraiment des monuments qui sont très caractéristiques de l'époque soviétique. Beaucoup de gens parlent ici d'architecture soviétique. Alors c'est un petit peu compliqué de parler d'architecture soviétique parce qu'il y a eu différents types d'architecture durant cette période. Alors ici, on parle beaucoup en Russie d'architecture stalinisme parce que c'était vraiment en rapport à la période durant laquelle a dirigé Staline l'Union soviétique. Donc ces bâtiments sont tout droit inspirés de ce qui se faisait dans les grandes métropoles européennes et américaines, parce qu'au dire de Staline, il disait beaucoup de gens vont aux États-Unis, à New York, et s'émerveillent devant les bâtiments splendides, grandioses. Et lui voulait prouver qu'en fait, nous pouvons aussi le réaliser ici et que le communisme peut vaincre aussi le capitalisme en faisant ériger de tels bâtiments pour que les gens puissent aussi s'émerveiller devant des réalisations soviétiques qui étaient propres justement à la période stalinienne. Donc comme je vous ai dit, il devait y en avoir 8, nous en avons 7. Alors sur les 7, il y a 2 complexes résidentiels, je me souviens bien, 2 hôtels, 2 bâtiments du ministère et une université. Et là, nous allons voir tout de suite un des complexes résidentiels qui se trouve justement très proche du quartier Taganskaya. Et nous voyons déjà un petit peu plus proche ce bâtiment. Vous voyez donc un petit peu. Alors, c'est un de ceux qui a fait partie des plus grands parmi les 7 constructions de Staline. Donc c'est vraiment d'époque. Et alors il faut savoir, c'est que beaucoup de gens parlent de architecture stalinienne, mais en fait, comme je vous ai dit, c'est sur la base des réalisations des grands bâtiments que l'on pouvait trouver aux États-Unis. Alors je ne me souviens plus, mais je crois qu'un des bâtiments c'était sur la base de la mairie de New York ou le Manhattan Central Post ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas faire d'erreur, mais c'est sur cette base qu'a été réalisé, on va dire, pas mal de constructions de Staline. Alors, le style que l'on peut entendre très souvent sur les sites internet, que l'on peut voir très souvent sur les sites internet en Europe, on parle très souvent de réalisme socialiste. Alors, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en Europe pour caractériser justement ces constructions, de parler de socialisme réaliste ou de socréal. En réalité, en Russie, on parle très souvent plutôt ici de l'art déco, de quelque chose un peu plutôt de néoclassisme, de réalisme, voilà. Mais le socréalisme, c'est vraiment plutôt un
néologisme qui est encore une fois assez propre à l'étranger, puisque les gens ici en Russie utilisent vraiment plutôt de dire voilà, on est sur des immeubles art déco. Donc regardez un petit peu la particularité justement donc de ces bâtiments de Staline justement. Alors on voit surtout sur la partie supérieure en fait au niveau du toit justement énormément de pointes, donc des aiguilles. Voilà, et ça c'est ce qu'on va retrouver énormément sur, on va retrouver ça sur énormément de symboles justement des bâtiments de l'époque. Vous voyez, et en haut avec et forcément l'étoile et le symbole soviétique avec la gerbe de blé. Voilà, et sur chaque bâtiment, en fait sur la partie supérieure, on va retrouver en fait ces pointes. On va essayer d'aller de l'autre côté et justement de voir un petit peu l'entrée de ce bâtiment. Alors franchement c'est assez cool parce que je suis encore pas arrivé jusqu'au bâtiment et en fait pour y aller, visiblement ici, ils ont fait comme un petit, comme un mini parc en fait, avec un petit chemin en fait qui nous permet justement d'y aller en fait en évitant toutes les routes. Donc on va essayer de se rapprocher un petit peu plus près si on peut le faire. Donc on a voilà au plein milieu, donc là on n'a aucun bruit de voiture, on est vraiment très près justement de ce bâtiment. Il n'y a pas de bruit, c'est un petit parc, c'est très calme, c'est super agréable et en fait on peut justement relativement imaginer un petit peu comment les gens vivaient à cette époque justement, d'avoir ce genre de petit espace de verdure à proximité de leur maison. C'est vraiment assez agréable et encore pour aujourd'hui en Russie on essaye beaucoup justement dans les nouveaux immeubles qui sont construits de prévoir justement des tels parcs à proximité des grands ensembles qui sont construits et là justement on voit justement la maison est juste à côté de ce parc, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Regardez un petit peu, donc là on s'approche et voilà, nous voyons, donc nous sommes au pied justement de ce bâtiment. Vous voyez, donc c'est quelque chose de vraiment très grand. Alors il faut se dire, c'est que je me souviens plus la quantité de personnes, je crois qu'on est jusqu'à 800 appartements je crois à peu près par bâtiment de ce genre. Donc vous voyez, on est ici vraiment sur un bâtiment à destination résidentielle. Donc on voit, on a des paraboles, on a des blocs de clim qui sont posés en façade parce qu'il faut bien se dire que ces bâtiments ont été construits voilà, sous la période de Staline. Donc forcément, tout ce qui était la clim, c'était pas de l'ordre du jour. Mais voilà, il faut se dire qu'ici habitaient essentiellement voilà, les membres les plus hauts justement dans l'Union soviétique, c'est toute la personne. Alors quand je dis les plus hauts, c'était pas forcément des ministres, ça ne veut pas dire ça, mais il suffisait peut-être parfois d'avoir des bonnes relations en fait, en quelque sorte, pour obtenir peut-être un appartement ici ou avoir fait quelque chose de noble, avoir fait une réalisation militaire particulière, etc., pour pouvoir bénéficier d'un tel type d'appartement. Alors vous savez qu'aujourd'hui, c'est possible d'acheter des appartements dans ce type de résidence. Alors, c'est pas donné. J'essaye si j'aurai le temps, j'essaierai de vous trouver peut-être à la fin de cette vidéo, de vous mettre quelques petites informations sur la vente de studios qui ont été faits encore récemment pour avoir un petit peu des prix sur ces bâtiments. Mais c'est assez cher. C'est vraiment, quand vous achetez un appartement justement dans une des gratte-ciel de Staline que vous voyez derrière moi, c'est un bout de l'histoire que vous achetez. Vous achetez un petit bout d'Union soviétique. Alors, qu'est-ce que l'on peut en dire? Moi, ce que j'ai entendu parler, alors la première fois que je suis arrivé en Russie et qu'on m'a parlé justement de ces bâtiments, la première chose qu'on m'a dit, ouh, tu sais, là-bas, il fait froid, l'isolation c'est pas super, etc. Alors, pour en avoir visité pour avoir visité quelques endroits où des gens y habitent et avoir rendu plusieurs fois visite à des personnes qui habitaient dans ces bâtiments,
Je peux vous dire que, bon, le froid, non. Je sais pas, en tout cas, moi, j'y suis allé en plein hiver et ça va. Donc, vous voyez, là, on va rentrer. Donc, on arrive, donc, vous voyez, là, à l'instant, on arrive à l'entrée de cette fameuse résidence. Voilà, qui se situe ici. Et voilà l'entrée. C'est assez massif hein, quand même. Je veux dire que comme entrée, c'est assez sympathique. Donc, c'est ce bâtiment central. Et puis bon, bah voilà, on a quelques bâtiments aussi sur les côtés aussi. Voilà, donc tout ça, c'est des bâtiments justement d'habitation. Voilà. Donc aujourd'hui, donc j'ai pas regardé hein, sur internet, mais je pense qu'on peut aller jeter un coup d'œil. Mais voilà, ça arrive hein, quelquefois que l'on puisse acheter justement un appartement dans ce bâtiment. Alors une chose importante à savoir, c'est que comme vous voyez, en fait, ça a été bien conservé et restauré depuis la fin de l'Union soviétique. Mais il faut savoir, c'est que les bâtiments, en fait, l'aspect extérieur est d'époque, mais l'intérieur, les appartements sont, voilà, la propriété sont disponibles pour les propriétaires. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir, voilà, on va pas du tout avoir un intérieur soviétique dans chacun des appartements. Mais par contre, la planification est susceptible d'avoir été modifiée parce que dans les années 90, qui a été quand même un grand foutoir en Russie, il y a eu pas mal de personnes qui ont essayé d'acheter ces bâtiments en intégralité ou alors parfois juste des étages ou plusieurs appartements, essayer de les réunir en un, etc. Et aujourd'hui, en fait, il est un petit peu difficile de savoir quelle est la véritable planification par étage qu'il existe puisque chacun voilà, aujourd'hui peut modifier un peu son appartement. Alors aujourd'hui, il y a eu des lois qui sont passées justement où on régule ces choses-là, mais dans les années 90, il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites et aujourd'hui, franchement, les appartements ne ressemblent vraiment plus du tout à ce qui était à l'époque. Alors nous voilà rentrés dans un des principaux complexes résidentiels qui a été bâti sous la période de Staline. Donc j'ai demandé, nous avons l'autorisation de filmer juste la partie centrale avec à l'entrée justement des bâtiments. Donc vous voyez plutôt un petit peu quel est le style que l'on va retrouver. Donc pas mal un petit peu des dessins de l'époque soviétique qui représentent un petit peu voilà, comment les gens vivaient à l'époque et puis avec justement un petit peu des fresques. Et donc là, les ascenseurs qui mènent aux appartements. On a un escalier ici qui permet également de monter aux différents appartements. Alors il faut savoir que tout ce que l'on voit autour de nous ici, c'est vraiment quelque chose qui est complètement d'époque. Donc on peut entendre qu'on a pas mal d'écho. Et vous voyez, donc il y a quand même des gens qui arrivent justement pour faire des livraisons donc dans des appartements, ce qui prouve vraiment que c'est un bâtiment qui est utilisé vraiment pour vivre. Donc on va essayer de voir un petit peu à quoi ressemble plus en détail. Donc vous voyez, donc on va avoir aussi également d'autres entrées qui sont sur les de part et d'autre. Et là, justement, sur la partie supérieure, un petit peu, quelques petites moulures d'époque, voilà, avec quelques petits dessins, etc. Donc, en clair, aujourd'hui, si vous souhaitez acquérir un appartement dans une des maisons, justement dans un des gratte-ciels de l'époque de Staline, voilà à quoi ressemble l'entrée. Voyez. Donc on va avoir justement une gardienne qui est sur ce côté et là ici ben voilà donc l'escalier qui nous mène aux ascenseurs qui illustrent, qui sont visiblement d'époque au niveau du style. Et donc un petit peu tout cet aspect un petit peu marbre ici que l'on va retrouver sur tout l'entourage donc de ces fameux complexe résidentiel de l'époque de Staline. Alors il faut bien se dire, c'est qu'on ne peut pas visiter davantage ce lieu, puisque en fait ici c'est privé. Donc les appartements il y a des propriétaires qui sont comme vous et moi qui y habitons. Mais par contre, voilà, c'est des bâtiments qui sont classés. Alors je viens d'avoir la confirmation de la part de la gardienne justement de l'immeuble. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, alors il y a pas mal d'appartements qui sont à vendre. Elle dit, oh, ça arrive régulièrement.
Donc si vous souhaitez en acquérir, vous savez qu'il suffit juste de surveiller les petites annonces au niveau immobilier. C'est possible d'en acquérir encore aujourd'hui, mais je pense qu'il faut aligner les zéros, comme on dit. En tout cas, après, il faut savoir que ce genre d'appartement, si on habite justement ici, en fait, on doit être obligatoirement respecter un certain nombre de lois pour justement qui encadrent ce type de bâtiment. Donc, des grandes modifications dans les appartements, ce n'est pas autorisé. On peut changer peut-être les tapisseries, peut-être les robinetteries ou des choses comme ça, mais déplacer des murs, etc., ce n'est pas possible parce que, voilà, ce genre de bâtiment, ce genre d'édifice, eh bien, c'est protégé aujourd'hui. Ces bâtiments qui datent donc de l'époque de Staline et qui sont aujourd'hui encore à la disponibilité du public et des gens qui y habitent. Voilà. Donc on a la petite rivière Yaouza qui rejoint la rivière Moskva là-bas. Là on voit les bateaux. Et là, donc une des fameuses maisons de Staline, un des gratte-ciel qu'on vient de visiter. Donc celui-là qui se situe à Taganskaya. Et donc vous voyez un petit peu la vue que l'on peut avoir justement depuis ces bâtiments, donc qui donnent directement voilà, sur la rivière. Et puis juste à côté, quelques bâtiments qui datent d'époque soviétique, mais c'est un quartier qui est assez calme, donc la vue est relativement, à mon avis, depuis la hauteur, depuis le sommet des bâtiments, on doit avoir quand même une belle vue sur tout Moscou. Donc voilà un des bâtiments qui fait partie donc des 7 gratte-ciel de Staline. Alors voilà, nous voilà quelques minutes plus tard dans la partie sud-ouest de Moscou. Alors on est déjà un petit peu plus loin, la ville, on ne la voit pas d'ici. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. C'est très très calme parce qu'en fait, on se situe ici à MGU. MGU, Moskovski Gasudarственный Universitet. C'est l'université d'État de Moscou. C'est une des universités les plus importantes de Russie, notamment très célèbre pour la linguistique et les sciences. Et justement, le bâtiment principal de cette université fait partie des gratte-ciel de Staline. Alors là, c'est l'été, les étudiants sont en vacances, donc on est assez calme ici. Mais il faut se dire que MGU, c'est un petit peu comme la Sorbonne, hein, pour ceux qui sont allés à Paris. Et ben voilà, MGU, c'est un peu la Sorbonne, mais du côté de la Russie. Le bâtiment est exceptionnel. Et justement, tout autour, on a ce très grand campus. Et justement, face à moi, on a une très grande place. Et là, on arrive à ce moment où je vous parle, devant l'entrée donc du bâtiment de MGU. Je vais vous montrer ça, regardez ça un peu. Voici donc l'université MGU, donc qui a été pendant très longtemps le plus haut bâtiment administratif de l'Europe. Donc comme je vous ai dit, parmi tous les bâtiments qui ont été créés sous la période de Staline, donc voici un d'entre eux qui était dédié à une université. Donc c'est majestueux. Regardez un petit peu justement le décor. Donc, voilà, grande place du campus de MGU. Et là, le bâtiment central. Voilà, majestueux, donc vraiment très très emblématique des constructions de l'époque de Staline. Alors on va retrouver ici donc, apparemment il semblerait que ce soit la température. Donc je vois entre 20 et 30 degrés, donc oui c'est à peu près la température, c'est ça. Donc sur le bâtiment central on voit justement le symbole soviétique. Et après sur l'autre bâtiment on a l'heure qui est indiquée. Donc là on est juste à côté, on est sur les escaliers de MGU, donc
Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille s'y approcher un petit peu. Alors, je pense que vu que c'est l'été, tout est fermé. Alors, il faut savoir que toute l'année ici, ça grouille d'étudiants étrangers, d'étudiants russes. Et donc là, c'est vraiment très très calme. Le restant de l'année, il faut voir que ici, ça grouille partout de monde. Donc, on va voir ça un petit peu ensemble. Faire découvrir un petit peu les entrées donc de MGU, l'université principale de Moscou, l'une des plus réputées de l'époque soviétique et aujourd'hui de la Russie contemporaine. Il faut savoir que c'est assez difficile de rentrer en tant qu'étudiant dans cette très grande université. Et un petit peu avec les colonnes qui vont s'en rappeler, faire un petit peu un clin d'œil au néoclassicisme, tout ce qui est un petit peu l'Empire romain, avec l'inscription que l'on voit Moskovski Gasudarственный университет имени Lomonosova. Donc c'est en rapport à Lomonosov. Donc regardez un petit peu donc les colonnes de pierre et justement les décorations, les fresques qu'on va retrouver ici. Alors je sais pas comment ça va rendre au niveau de la caméra, mais en réalité il faut savoir que c'est incroyablement grand. Et ça c'est juste une seule partie de l'université. Il faut savoir que ça continue là-bas et on a encore une autre aile. Et là en fait ça se continue encore un petit peu plus loin justement. Donc c'est assez incroyable en termes de taille. Donc voici la vue principale que l'on a justement du haut de l'université de Moscou sur le campus. Donc comme on peut le constater, tout autour, on a essentiellement des forêts, des champs. Alors on voit un petit peu là-bas quelques voitures, mais c'est vraiment beaucoup de forêts, beaucoup de champs qui sont tout autour. Et c'est seulement tout au fond que l'on peut voir Moscou avec ses bâtiments principaux. Alors, comme je vous ai dit, c'est l'été, donc il y a très peu d'étudiants ici. Alors on voit quelques étudiants et étudiantes qui arrivent pour faire un petit peu une découverte du campus. Donc on va raconter un petit peu l'histoire de MGU. Alors il faut savoir que lorsque MGU a été créé, donc là comme on peut le voir peut-être un petit peu sur le fronton, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais MGU a été construit entre 1949 et 1953. Il faut savoir que MGU, la base ici, ça a été créé dans une campagne. Donc tout autour, on avait justement des champs, des fermes, etc. Et il y a des photos qui sont très intéressantes que l'on peut voir des étudiants qui partent aller étudier des sciences, des langues, etc. Et sur le bord, des fermiers qui travaillent dans les champs. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, MGU, sa construction a été réalisée à l'aide de prisonniers à une époque, puisque ici, pas loin de MGU, je crois que c'était dans la rue Vavilova, si je ne me trompe pas, il y avait un goulag. Et donc, ce sont des prisonniers du goulag qui ont été mis de force au travail pour la réalisation de, on va dire un petit peu la planification, donc c'est-à-dire justement faire en sorte d'avoir un terrain plat, d'apporter les matériaux. C'est pas eux qui ont construit tout l'édifice, mais on va dire le gros œuvre, les choses comme ça, c'était des prisonniers du goulag qui ont permis d'ériger cet édifice. Et justement, lorsque l'édifice était déjà réalisé à mi-hauteur, et bien en fait sur la mi-hauteur il y avait une espèce de comme une plateforme en fait où tous les prisonniers du goulag étaient dessus en fait pour travailler et ils habitaient en haut justement sur la plateforme tout en haut justement de l'édifice là que l'on voit avec un espèce de système pour contrôler qu'ils ne profitent pas du chantier pour s'enfuir. Et donc c'est ce qui en a fait un petit peu la particularité, c'est que voilà, c'est un des édifices qui a été construit avec l'aide donc de prisonniers du goulag, donc qui ont travaillé pour justement voilà, niveler le terrain, faire les fondations, et ensuite lorsque le bâtiment a été
réalisés jusqu'à mi-hauteur, et ben, pour éviter qu'ils s'enfuient, et ben, on les a mis voilà, sur la partie qui est au niveau de ma tête. Donc c'est cette petite plateforme avec un contrôle justement, donc ils devaient travailler sur certaines choses, etc. Et donc ils étaient surveillés par des gardes. Et voilà, donc ensuite ils ont terminé de réaliser l'université de Moscou que l'on voit derrière moi. Alors ben, moi je vous propose de continuer notre petite balade et cette fois-ci de se rediriger de nouveau vers la capitale. Mais avant d'aller à Moscou, retourner dans le bruit des voitures, on va profiter un tout petit peu du campus de MGU. Alors si, je sais pas, des étudiants traînent un petit peu sur YouTube et se posent des questions d'orientation, et ben moi je ne peux que leur recommander d'aller venir ici, d'aller faire leurs études, de découvrir la langue russe et ce formidable campus. Donc là, on a pas mal de personnes qui visitent, hein, comme je vous ai dit, en plein été ici, c'est assez calme. C'est assez calme. Il faut bien se dire que le restant de l'année, ben, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'activités quand même ici. Mais voilà, c'est assez formidable. Puis en plus, comme je vous ai dit, voilà, on a la vue. Tout au fond, on voit Moscou. Donc c'est-à-dire que voilà, depuis, vous avez MGU et ensuite, chut, on continue. Et là, paf, on tombe droit sur Moscou qui est en face de nous. Pourtant, moi j'ai terminé la Sorbonne et je dois dire, quand on voit ce genre de bâtiment derrière et tout ce qui nous entoure, ça donne envie de revenir étudier. Alors il faut savoir également qu'à MGU, il est possible de venir y étudier pendant l'été. Il y a des cours d'été qui sont faits ici, ou tout simplement venir ici en échange. Voilà, pour ça il suffit juste de déposer une candidature, à répondre à quelques exigences au niveau de l'éducation. Mais voilà, si vous souhaitez découvrir la langue russe, apprendre d'autres langues indo-orientales, découvrir la littérature russe par exemple, Bounine, Tchekhov, Pouchkine, eh bien, vous pouvez venir ici à MGU et rejoindre une petite partie de l'histoire de la Russie et découvrir en fait ce lieu formidable et d'y passer quand même, je pense, un très bon moment. Alors on quitte MGU, l'Université des sciences et des langues, pour aller retrouver un endroit tout aussi important, le ministère des Affaires étrangères, qui fait aussi partie des gratte-ciels de Staline. Alors fini les champs, les oiseaux, les arbres, le beau campus de MGU, nous voici en plein centre de Moscou, sur un des grands boulevards, pour aller découvrir la suite des gratte-ciels de Staline et un des plus majestueux. Le voici à côté de moi, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Alors, on est près du métro Smolenskaya. Donc voilà le ministère des Affaires étrangères. Donc pareil, dans le même style. Un très grand bâtiment, assez majestueux. Pour avoir discuté avec plusieurs personnes qui ont travaillé pour ce ministère, notamment dans le domaine de la linguistique, il y a une forte résonance à l'intérieur des pièces. Donc bien évidemment, c'est impossible de visiter un tel bâtiment. Et vous voyez, la partie supérieure est beaucoup plus claire. Il y a une restauration qui a été faite récemment. Mais pour voir ce bâtiment dans son intégralité, on va aller descendre sous terre pour aller de l'autre côté
et donc de découvrir ce bâtiment dans son intégralité. Alors découvrons un peu ensemble le bâtiment du ministère des Affaires étrangères vu de l'autre côté de la rue. C'est vrai que ça donne un tout autre effet, hein. Alors pour la petite histoire, ça ne devait pas faire partie, ce bâtiment ne devait absolument pas faire partie des gratte-ciel de Staline. Mais c'est Staline lui-même qui a décidé justement que ce bâtiment devait en faire partie. Et c'est pour cette raison que si l'on regarde justement la partie haute, la petite flèche qu'on va retrouver en haut du bâtiment des ministères des Affaires étrangères, elle est en métal et c'est un métal qui est très léger et c'est Staline pratiquement lui qui a dessiné, qui a dit moi je veux que ça se termine comme ça ce bâtiment. Ce bâtiment sera beau uniquement avec cette flèche et donc cette petite flèche en métal qui a été rajoutée, eh bien c'est justement une des volontés de Staline. Alors là je me baladais dans les arbres et on ne pouvait pas la voir mais vous voyez. Donc alors pourquoi cette flèche est en métal? Parce que comme je vous ai dit, en fait, c'était pas prévu dans la construction. Ce qui était prévu, c'était que le bâtiment s'arrête sans cette flèche. Et donc, on a créé une petite partie qui surmonte le bâtiment principal et ensuite cette flèche en métal. Cette flèche est faite avec un métal très léger parce que le bâtiment n'était pas prévu justement de supporter une flèche. Et donc, en fait, on a mis un métal extrêmement léger pour éviter de détruire le bâtiment. Cette flèche est complètement vide, il n'y a absolument pas de bureau dans la flèche. La flèche est vide, il y a juste un escalier de service qui monte en haut. Et moi je suis arrivé en Russie la première fois, c'était en 2008-2009. On pouvait constater que la flèche était quand même très abîmée, très fatiguée. Et donc c'est je crois en 2014-2015 à peu près, il y a eu le début des travaux de rénovation, ce que je vous expliquais, ce qu'on voit la partie de la façade qui est beaucoup plus blanche et cette flèche qui a été rénovée complètement. Donc ils ont enlevé complètement la flèche. Donc pendant vraiment un certain longue période, on pouvait voir ce bâtiment sans cette flèche et parce qu'elle était complètement rouillée avec le temps. Et donc là, ils ont refait intégralement cette flèche avec les plans historiques et donc pour la rétablir à l'origine comme ce qu'il y avait au début de la construction. Allez, cette fois-ci, on va continuer et je vous emmène vers un nouvel hôtel qui est un des hôtels aussi très populaires et très emblématiques de Moscou. Cette fois-ci, on va aller prendre le métro parce qu'en fait, il n'est pas loin, donc on n'a pas besoin d'aller faire des kilomètres à pied et on se retrouve dans quelques minutes devant l'hôtel. Et nous voilà arrivés sur le territoire de l'hôtel Ukraine. Alors juste derrière moi, on peut voir ce que l'on appelle à Moscou la Maison Blanche. C'est la maison du gouvernement. C'est là où va se retrouver donc on retrouve le Premier ministre de la Fédération de Russie. Mais ce n'est pas ce bâtiment qui nous intéresse. Celui qui nous intéresse donc, c'est le fameux hôtel Ukraine. Alors, le voici devant moi et on a de la chance parce que là, on arrive en fin de journée et il y a très peu de monde. Regardez plutôt. Alors, l'hôtel Ukraine, c'est quand même un des hôtels les plus chics, les plus beaux, les plus chers de Moscou. Donc, aujourd'hui, il est nommé, comme on peut voir, Radisson Collection Hotel Moscow. Mais si vous regardez en dessous, on voit très bien écrit Gastinitsa Ukraine, donc Hôtel Ukraine. Donc, on peut constater que malgré les tensions politiques qui existent aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, l'hôtel en lui-même n'a jamais été
dont le nom n'a jamais été changé. Donc voici une des plus grandes créations à l'époque de la période de Staline. Alors l'hôtel Ukraine, comme je vous ai dit, ça fait partie des grands gratte-ciel décidés par l'oncle Joe, Staline, pour faire une preuve au monde entier que le modèle communiste peut aussi bien rayonner que le modèle capitalisme. Alors pourquoi appeler cet hôtel Hôtel Ukraine? Eh bien, à la base, cet hôtel ne devait pas s'appeler l'Hôtel Ukraine, mais il y avait un tout autre nom qui était décidé pour cet hôtel, c'était l'hôtel Dragamilovski. C'était ça la base, le nom de ce fameux hôtel. Mais après la mort de Staline, il est arrivé au pouvoir de l'Union soviétique un certain Nikita Khrouchtchev qui a fait beaucoup de choses en faveur de l'Ukraine parce qu'il était originaire de l'Ukraine. Et hormis le fait de rattacher la Crimée justement à l'Ukraine lors de cette période, eh ben, il a jugé qu'il était opportun pour les 300 ans de l'union entre la Russie et l'Ukraine de commémorer ce moment-là en nommant ce fameux hôtel en l'honneur de l'Ukraine. Alors, je vais vous montrer une petite chose aussi qui est intéressante qu'on peut voir dans ce parc. Alors, l'art contemporain est quelque chose d'assez populaire en Europe et aux États-Unis, mais en Russie aussi, on en a un petit peu. Et justement, là, on a une sculpture assez intéressante qui a été mise en place juste devant l'hôtel Ukraine. Donc, des matrioshkas, donc les fameuses poupées russes avec les chapeaux d'ornement, sont assez intéressantes à voir. Avec justement la vue sur l'hôtel Ukraine. Je pense que c'est assez joli et ça devrait en inspirer, je pense, plus d'un en Europe, plutôt que de mettre des plugs anal géants de couleur verte sur la place Vendôme et de faire croire qu'il s'agit de sapin de Noël. Ici, je pense que tout le monde a bien compris qu'il s'agit plutôt un petit clin d'œil à l'histoire russe. Donc l'hôtel Ukraine, comme vous voyez, qui fait partie donc des grands gratte-ciel de l'époque stalinienne, il faut se dire que ce n'est pas pour rien aujourd'hui si ça fait partie du groupe Radisson. Comme je vous ai dit, c'est un des hôtels les plus luxueux de la capitale russe. Et il faut savoir que l'intérieur, les chambres, ne sont pas du tout à l'identique de ce qu'elles étaient à l'origine. Il faut se dire qu'aujourd'hui, l'hôtel correspond exactement au style des hôtels internationaux. Donc voilà, les chambres sont assez sensiblement les mêmes que celles qu'on va retrouver dans d'autres grands hôtels de la marque Radisson. Là, je vais aller en direction de la rue Kudrinskaya, où on va retrouver un complexe résidentiel qui fait partie aussi donc des gratte-ciel de Staline. Et nous voici arrivés près de la rue Kudrinskaya avec ce building, ce gratte-ciel de Staline qui est un complexe résidentiel, qui a toujours été un complexe résidentiel. Alors il y en a certains qui avaient certaines fonctions qui ont été changées avec le temps, mais celui-là était vraiment dans un but justement d'hébergement uniquement, donc avec des appartements. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc pareil, avec exactement comme celui qu'on a vu au tout début, avec justement les pointes au sommet des toits. Alors celles-ci, elles sont peintes en vert. Vous voyez, en plus ici, on a une petite fontaine juste devant. Comme toujours, un petit parc, une fontaine, quelque chose d'assez sympathique qui représente assez bien le niveau de vie qu'il y avait à une certaine époque pour des personnes qui étaient, on va dire, d'une classe assez supérieure.
Alors comme toujours, donc, tout ce qui était au niveau climatisation n'était pas prévu au niveau de l'Union soviétique à cette époque, hein. On n'avait pas du tout les mêmes technologies, donc c'est pour cette raison qu'on voit encore certains blocs en façade. Mais de ce que j'ai compris, pour pas mal de ces constructions justement d'époque, il va être impératif pour les prochains temps de les cacher. Donc ils devront être posés sur un côté qui ne sera pas visible de la rue. Alors, regarde un petit peu les ornements que l'on va retrouver, donc avec les étoiles, pas mal de petites choses qui ont rapport avec la nature, bien sûr le symbole soviétique, des statues, voilà. Donc on est vraiment dans le style un petit peu des bâtiments qu'on peut voir à New York. De cette époque, hein, 1920, 1930, voilà. Donc l'art déco, le réalisme socialiste, comme ils ont appelé ça à une certaine époque. Alors pour ces grands complexes résidentiels de l'époque de Staline, il faut savoir une chose qui était assez particulière, c'est que bien évidemment, comme vous avez compris, c'était essentiellement la nomenclatura, les personnes hautement privilégiées sur le plan politique qui pouvaient avoir accès à ce type de logement. Mais en fait, tout était très bien organisé. C'est bien qu'en fait, il y avait un accès principal pour ceux qui y habitaient, mais aussi des sorties particulières, des escaliers qui étaient dédiés pour les domestiques. Et oui, parce que même si on était en Union soviétique et que tout le monde était identique, il y avait quand même une petite hiérarchie quand même. Voilà. Les bonnes avaient leur sortie. Voilà. Et les propriétaires, enfin, on n'était pas propriétaires à l'époque, mais ceux qui résidaient avaient leurs propres entrées. Et ça, c'était une des particularités donc, de ces bâtiments. Il faut savoir aussi que presque tout était organisé au niveau de ces bâtiments. On pouvait y trouver des coiffeurs, même là aujourd'hui on trouve très souvent dans ces bâtiments des restaurants, des coiffeurs, d'autres services à domicile. Et c'est un petit peu aussi comme le bâtiment de MGU qu'on peut voir où il y a presque tout dedans. Voilà. On peut trouver tout ce que l'on veut et normalement ces bâtiments ont été faits pour que l'on puisse y vivre. Alors par exemple, j'ai entendu que dans le bâtiment de MGU, il est possible d'y vivre 1 an sans en sortir. Voilà, parce qu'il y a tout qui est organisé à l'intérieur de ces bâtiments pour pouvoir rester et sans sortir de ces endroits. Donc de vivre comme dans une petite bulle en quelque sorte. Et voici notre 6e gratte-ciel de Staline. Alors historiquement, il s'agissait ici du siège du ministère de la construction et des transports de l'Union soviétique. Les temps ayant changé, aujourd'hui, ce bâtiment est utilisé à des fins administratives et résidentielles. Voilà. Donc on a aussi bien des organes liés au gouvernement que des habitants dans ce bâtiment. Alors c'est notre avant-dernier et le prochain n'est pas très loin. Il s'agit d'un hôtel également qui se situe très près de la gare de Leningradskaya et je pense que d'ici on peut le voir. Ouais, regardez plutôt, on s'en rapproche et voilà, on le voit là-bas tout au fond. Donc c'est l'hôtel qui se situe près de Leningradskaya. Donc on va aller le découvrir un petit peu ensemble. Alors comme on a pu le constater lors de cette petite promenade entre les gratte-ciels de Staline, on a pu voir qu'à mi-hauteur, tous les bâtiments ont tendance à s'affiner. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'en fait c'est ici aussi qu'on peut voir qu'il s'agit d'une inspiration des modèles des États-Unis, des grands buildings qui sont apparus dans les années 20, les années 30. Parce que lorsque sont apparus ces grands buildings, eh bien, la population américaine était un peu inquiète de voir apparaître ces grandes tours
et qui allait faire une ombre qui allait gêner beaucoup justement les gens. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes sont manifestées dans leur mécontentement de ces grandes tours qui allaient apparaître et couvrir la ville d'ombre. Et donc c'est pour ça qu'une loi avait été passée aux États-Unis pour pouvoir ériger ce type de monument, mais il était important qu'à mi-hauteur, le bâtiment commence à se réduire de moitié. Et donc c'est ce que l'on voit, c'est pour ça qu'on voit comme forme d'aiguille, comme forme de petite pyramide. Donc on voit ici la partie intérieure. On va essayer de voir si j'ai bien compris. Apparemment, en hauteur, on a un parc qui nous permet un petit peu de... On va voir un petit peu ce parc qui est un petit peu sur la partie supérieure. Donc on a bien évidemment ici quelques voitures. Donc je vous laisse apprécier les modèles de voitures qui vont être ici. On est quand même sur des voitures haut de gamme. Et donc là, on va aller découvrir un petit peu toute cette partie intérieure, donc le petit parc que l'on retrouve au milieu de ces bâtiments. Donc voici le bâtiment central et ici on a un petit espace apparemment comme un espèce de jardin pour les enfants hein, avec pas mal de petites constructions. Donc je pense que ça c'était pas quelque chose d'origine. Alors sans doute il devait y avoir un parc ici à la base et ensuite que ça a été on va dire un petit peu transformé pour le bien des habitants comme petite place, petit lieu de vie pour ceux qui ont la chance d'être propriétaires d'un appartement ici. Allez, on continue notre petite promenade en direction de l'hôtel qui se situe à Leningradskaya. Donc là, on va retrouver donc la gare de Kazanskaya, on a la gare de Leningradskaya, on a Yaroslavsky Vokzal. Donc toutes les trois gares, l'endroit le principal de Moscou au niveau des gares se trouve ici. Et nous, on va aller retrouver donc l'hôtel qui est juste derrière, juste de l'autre côté. Alors, j'en profite pendant cette petite promenade jusqu'à l'hôtel pour ajouter deux petits mots concernant les édifices que l'on voit ici, qu'on appelle les gratte-ciel de Staline. Il faut savoir que si vous vous rendez à Moscou, vous pouvez voir beaucoup plus que 7 monuments qui ont ce même style architectural. Il y a certains architectes qui se sont inspirés ensuite pour réaliser des copies. Donc c'est le cas par exemple du Triumph Palace dont la construction a débuté en 2001 et terminé en 2007. Si vous le voyez en réalité, il ressemble absolument à un des monuments de Staline, c'est vraiment une copie. Après, il y en a eu d'autres qui ont été construits, par exemple pour des vocations administratives ou même des fois des centres commerciaux qui vont reprendre exactement le même style. Et même certains, par exemple, bâtiments qui ont été construits avant la mise en place de ces édifices par Staline ont été parfois un petit peu modifiés pour y ressembler. Donc quand on arrive à Moscou, on a l'impression de voir beaucoup de ces gratte-ciel de Staline. C'est assez typique à Moscou, voilà, de voir ce type de bâtiment. Ce style, après, s'est exporté dans des pays qui étaient, on va dire, soviéto-compatibles, on va dire. Donc c'était tout ce qui est un petit peu la Roumanie, si je me souviens bien, à Budapest ou Bucarest, je crois qu'on va retrouver des bâtiments qui rappellent exactement les gratte-ciel de Staline. Mais ce n'est pas lui qui les a construits, on va dire des gens qui étaient très proches de ses idées et des gouvernements qui étaient très favorables à l'Union soviétique à cette époque. Donc nous, on continue notre petite promenade et là, on va aller se diriger, je crois, très prochainement vers cet hôtel Leningrad. Et le voilà.
fameux hôtel. Alors pareil, on est toujours un petit peu dans la même logique que l'hôtel Ukraine. Hein, aujourd'hui, c'est un hôtel très très haut de gamme. Donc, si vous souhaitez retourner en Union soviétique et vivre dans des appartements qui ont exactement le style d'époque, malheureusement, ce n'est pas dans ces hôtels. Ces hôtels ont été complètement restaurés. Le style est un style complètement occidental, correspondant aux marques de ces hôtels. Alors, si je ne me trompe pas, ici, je crois que c'est Hilton qui est propriétaire. On va essayer de voir si on peut découvrir un petit peu l'intérieur de cet hôtel, l'hôtel Leningradsky, qui est juste derrière moi, que l'on peut voir ici. Voilà, que l'on peut voir ici, avec écrit en façade hôtel Leningradsky. Donc, en rapport avec Lénine. On va voir, on va essayer de rentrer devant à l'intérieur et puis voir un petit peu, vous voyez, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on est sur un hôtel Hilton. Alors, on peut essayer normalement de filmer à l'intérieur et justement de découvrir un petit peu la décoration de l'intérieur de cet hôtel qui date de l'époque de construction de Staline avec cet atrium ici. Et donc la salle principale ici qu'on va voir au style d'époque avec des très grands lustres, des colonnes. Voilà, je pense qu'on ne peut pas être insensible à cet art, à cette décoration et à ce style qui est complètement d'époque et gardé tel quel. Voilà, qui montre en effet l'incroyable splendeur de ces bâtiments d'époque. C'est donc ici, avec en fond l'hôtel Leningradsky, que se termine cette vidéo. Je pense qu'après toutes ces vidéos sur les monuments qui ont été érigés sous l'époque de Staline, les gratte-ciel de Staline, personne ne peut rester indifférent à la beauté de ces édifices. Et je parle bien ici de beauté et pas de joliesse, parce que nous sommes vraiment en présence de véritables œuvres d'art. Pour ceux qui ont fait un petit peu de linguistique savent que l'origine du mot art est liée avec la technique et qu'il faut une certaine technique pour pouvoir arriver à la réalisation de tels édifices. Alors oui, on a pu découvrir au niveau de cette vidéo que ces bâtiments ont été très largement inspirés sur la base de ce qui a été fait aux États-Unis. Mais ce n'était pas simplement dans un but de concurrencer, de rivalité. Ces bâtiments ont été aussi érigés pour pouvoir inspirer. Et si aujourd'hui, il est très populaire d'utiliser comme définition de l'art en disant que l'art est fait pour choquer, je pense qu'il faut même aussi se rappeler les fondamentaux de l'art. Et l'un des fondamentaux de l'art, c'est surtout d'inspirer les individus, à sortir d'eux-mêmes et ainsi rejoindre le but de l'existence elle-même, à savoir devenir meilleur. Spasiba vam za vaše vнимание. Merci de votre attention.